Bonjour, Allô? comment vas-tu? Ça va très bien vous-même? Ben oui, ça va très bien, ça va très bien. On a de l'air, tu sais, les interviews prennent un feu, là, tu sais, avec une petite Ah oui, boisson. ouais, Ça ouais, avait ouais, c'est l'air un ça. peu intime. Voilà. Avec, tu sais, on ralentit la voix. Ça fait un peu les animateurs de Exact. radio, Mais surtout avec ta voix radio encore, classique. oui, qui est Elle rauque un encore peu, hein? un peu basse comme ça. Mm. C'était le Requiem de Mozart. Ah. Et pendant que vous écoutez Monsieur le Requiem de Mozart, euh, aujourd'hui, on va aborder une question. Et la question est celle que on me pose souvent, puis on va voir ce que tu en connais là-dessus, c'est: «Pourquoi mon enfant marche pas encore?» Ah, ouais. Mmh. Hem, J'imagine que tu en connais plus que moi parce que c'est le sujet que tu veux me présenter et que tu veux m'apprendre. C'est parfait. oh ben Mais, oui, tout à fait, mais donc en fait, j'en connais un tout petit peu, un tout petit t'en peu. parles un petit peu quand même parce que tu as 2 enfants, bon Oui, c'est ça. et quand même tu traites des enfants et tout. Ouais. Hem, mais bon, on va y aller quand même avec ton ce que tu connais. Donc on a un enfant, par exemple, il y a 18 mois ou 2 ans. Puis il marche pas encore. Ça, c'est une question que les parents se posent, souvent. Heu, bien évidemment, ils en sont inquiets, hein. Ils se posent la question, les enfants des autres, Hmm. ils marchent peut-être déjà depuis qu'ils ont 12 mois, donc depuis 1 an. Il y a même des enfants qui sont, déjà debout en train de marcher à 10 mois, à 9 mois, on le voit aussi. Hem, donc qu'est-ce qui fait ces différences-là? Mais surtout, pourquoi là, un enfant à 18 mois, 2 mois, 18 mois, 2 ans, marche pas encore? Selon ta logique à toi, avant que je te présente les trucs, qu'est-ce que d'emblée, il te monte en tête, comme Ben, hypothèse? c'est certain que le problème, c'est pas la marche, c'est ce qui vient avant. Fait que c'est d'aller voir le rampé et le quatre pattes, évidemment. Ah, j'ai un bon élève, bravo Jean-Christophe! Tu sais, de mon point de vue ostéo avec kinésiologie appliquée et tout ce que je fais avec les réflexes primitifs, c'est d'aller voir, OK, cerveau gauche, cerveau droite, corps calleux, est-ce que l'information traverse? Est-ce qu'il y a un switching qu'on appelle en kin appliqué? Y Mmh. a-t-il une désorganisation neurologique qui fait en sorte que l'information ne traverse pas assez bien? C'est toutes des choses à aller voir. Fait que dans le fond, l'idée, c'est pas de forcer la marche, c'est d'aller débloquer ce qui vient avant pour que ça s'engendre de façon naturelle et correcte et que la marche va se faciliter. Je le Mais verrai comme ça. c'est de toute beauté, Jean-Christophe, c'est de Bah. toute beauté. C'est Ben exactement voilà, ça. bonne semaine. Bonne semaine! Voilà, on a tout dit. Mais encore. Mais encore! En Allons plus en fait, détail. alors c'est ça, on y va en détail parce que c'est super important. En fait, toutes les étapes devraient faire comme un effet domino. Donc comme tu le dis, je donne une petite piche-note sur un premier domino qui fait tomber le deuxième, le troisième, le quatrième, nanana. Quand on est super pressé que notre enfant marche et au détriment des étapes développementales motrices antérieures, c'est comme si vous skippiez, 8 dominos puis paf, là, vous faites tomber la balance. C'est un peu ça qui se passe et quand on fait ça, beh, bien entendu, tu le sais, Jean-Christophe, on tombe dans des patrons compensatoires. Donc c'est d'autant plus énergivore pour l'enfant de marcher, heu et ça va affecter, bien entendu, l'équilibre entre ses chaînes musculaires antérieures-postérieures, l'équilibre en soi. Ça va venir jouer sur sa coordination motrice en général, sur sa sécurité posturale, sur son tonus postural et donc là, on revient à une vidéo qu'on avait déjà faite ensemble, que je t'avais présentée, la pyramide de l'apprentissage.
Voilà. Dans le sens qu'on avait la base sensorielle et après, on avait la base sensorimotrice, dans laquelle il y avait les réflexes primitifs que tu as nommés avant et tout, la sécurité posturale, le tonus, nanana, la coordination, la dominance droite-gauche, et cetera. Et tout ça permet, évidemment, cette marche-là. Ce qu'il faut savoir par rapport aux étapes développementales motrices, c'est que peu importe sur la planète, on est où, OK? Qu'on est en Australie, en Afrique, en Inde, au Canada, en France, peu importe, on suit toutes les mêmes étapes développementales motrices. Et chacune d'elles sont vraiment ch non seulement sont importantes, mais c'est ce qui va déterminer la qualité de la suite des autres étapes développementales et donc la qualité de la marche. OK? Et là, j'ai tout le temps les parents qui me disent: «Mais Patricia, si mon enfant, par exemple, il a pas rampé, il a pas marché à 4 pattes et il marche là, est-ce que c'est si grave que ça?» C'est pas C'est très grave. grave. C'est très grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave en termes de gravité, mais en soi, est-ce que là, il marche sur des patrons compensatoires? Oui. Est-ce que sa coordination dans les sports, son équilibre, sa sécurité, tout ça, posturale va être peut-être moindre? Sa vitesse d'exécution, heu, est-ce que ça peut être même? Ben oui. Est-ce que sa force musculaire peut être moins? Oui, aussi. OK? Donc, est-ce que c'est grave s'il est déjà debout, peut-être en appui, en hyperextension sur ses genoux, en train de marcher? Heu, non, c'est pas grave, mais on voit d'une certaine manière que c'est pas naturel et plus tard, oui, ça a des risques d'avoir des répercussions sur son implication dans les sports, mais aussi juste au niveau de la posture assise. Hein, qu'est-ce que ça fait un enfant justement qui a pas rampé et marché à 4 pattes avec un beau dégagement au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau du cou, avec une belle dissociation tête-tronc, avec au niveau de la ceinture scapulaire, un bel appui aussi au niveau des membres supérieurs. Beh, qu'est-ce que ça fait? Beh, ça fait des enfants syphosés qui écoutent le professeur comme ça. Et qui dit posture comme ça par en avant, syphose avec protraction de la tête, dit je prends mon crayon, pas avec une prise de crayon comme ça, je prends mon crayon un petit peu plus, quand on dit comme un gaucher, mais tu sais, vraiment avec une prise qui peut être comme ça, qui peut être comme ça, ou Comme carrément moi. par-dessus palmaire, ou Carrément comme comme moi. ou comme toi aussi. Comme Comme toi. Moi, j'ai la pire prise ever, je vous le dis. Je tiens mon crayon de la droite, mais je suis supposé être gaucher. Ma mère m'a c'est ça, corrigé. Elle voulait pas que je sois gaucher dans un monde de droitier. Pour elle, c'était pas bon. Fait que je prends mon crayon, je le tiens à comme l'envers ça, comme ça, puis j'écris comme ça, comme un gaucher, mais de la droite. avec une flexion C'est de ça. poignet. Exactement. Exactement comme tu Plutôt fais, que ouais. d'avoir une position neutre, voire en légère extension. Ça, Je c'est suis supposé être la incapable de position. faire ça. Ah ah. Incapable de faire ça. Et donc, ça, c'est en lien avec la posture qui vient au niveau poignet, avant-bras, coude, la force au niveau du bras, mais la force au niveau de l'épaule et le dégagement et dissociation épaule-tronc-tête et les yeux en même temps qui sont en train de faire un balayage visuel. Fait qu'imaginez tout ce que ça prend déjà pour écrire. Donc là, vous allez me dire: «Mais Patricia, est-ce que l'écriture, il y a un lien avec la motricité puis le fait qu'il a rampé?» Oui, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la qualité d'écriture manuelle et le fait qu'il a rampé qu'il a marché à 4 pattes? Oui, aussi. Avec son tonus postural à l'école? Oui, aussi. Donc, est-ce que c'est grave s'il s'est levé puis il a commencé à marcher debout, fait qu'il a passé de complètement couché à debout? Non, ce n'est pas grave, mais ça a des répercussions. Donc, d'emblée, c'est d'être au courant de ça. Maintenant, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir un peu voir les étapes développementales motrices. On appelle le déplacement ou le marché, hein. Donc,
ici attendez une minute, oh, ça marche pas ça. Ça marche? Vous voyez bien? Tu vois bien, Jean-Christophe? Oui, je vois très bien. OK. Donc, première étape, notre enfant devrait pouvoir se tourner ventre vers dos 4-6 mois. Au moment où le tonus de la tête est acquis à 4 mois. Parce que là, je peux me tourner de mon ventre vers mon dos parce que j'ai ma tête qui entraîne le reste du corps. C'est pas le corps qui est envoyé, c'est la tête qui est envoyée, donc l'épaule suit, donc le bassin suit, donc le genou Mmh. suit, et donc je me tourne sur le dos. Ça fait une OK? torsion négative, en fait, qu'on appelle en ostéo, mais c'est ça. Exact, exact. Mmh. Et à 4 mois aussi, c'est là que notre enfant est capable de maintenir la position assise. Intéressant aussi. Fait qu'on a le cou qui est capable d'être tenu et on a la posture assise qui devrait pouvoir être tenue plus ou moins sans, accompagnement, sans supervision, sans être tenu par l'adulte. Et maintenant, la position de par après, c'est le dos-ventre. Donc notre enfant est couché sur le dos. Il devrait pouvoir, en tournant sa tête, tournant son membre supérieur, tournant son genou, paf, se mouvoir de lui-même vers le ventre. Mmh. Maintenant, quand notre enfant est capable de rouler, ah non, moi dans le langage développemental, on appelle ça le rouler. Ben, si je roule, j'ai suffisamment de force au niveau de ma chaîne musculaire antérieure-postérieure pour être sur le ventre, être contre gravité, relever la tête vers l'avant, me dégager du sol avec mes membres supérieurs, être en appui au niveau coude, humérus vers les épaules et commencer un rampé avec la poussée des gros orteils en alternance en arrière. Idem pour les mains en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un rampé croisé ou un rampé contralatéral. Ce qu'on va voir comme pattern avant, qui est normal, c'est un rampé homolatéral. Un rampé juste d'un côté. Fait que vous allez voir que l'enfant pousse juste d'une jambe, juste avec un orteil, ou il se tire juste avec une main. Le problème a déjà commencé. Ben, en fait, c'est que quand Non, c'est on pas des rentre en problèmes. homolatéral, c'est normal, c'est comme le pré-rampé. Il y a tout le temps des pré, des étapes pré. Donc, le pré-rampé, pour moi, c'est l'homolatéral qui doit évoluer vers la forme la plus évoluée du rampé, qui est le croisé. Si on regarde, c'est exactement comment les lézards se déplacent. C'est très primitif, c'est très archaïque comme mouvement, mais on doit passer par là pour aller vers le plus évolué. Exactement, Jean-Christophe. Et quand vous entendez des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, beaucoup des ergothérapeutes, ici en France, des psychomotriciens, faire la marche des animaux avec les enfants, ou vous donnez comme exercice à faire la marche des animaux. En fait, là, au-delà de marcher comme des animaux, c'est que le thérapeute refait faire des étapes évolutives, sauter, escamoter auprès de l'enfant. Quand il vous dit: «OK, faites pratiquer le lézard à l'enfant», moi je à ma clinique, j'avais mes petits icônes d'animaux, on pigeait, puis là je dis: «Oh, faut que tu me fasses le lézard. OK, go, go, go!» Mais l'enfant, moi je voulais voir l'enfant de 7 ans, l'enfant de 4 ans, l'enfant de 10 ans, comment il rampe. Moi, c'est ça mon objectif, mais à travers justement l'image du lézard parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui est extrêmement primitif, qui est issu d'une poussée au niveau du pied qui est déclenchée
par le réflexe aussi amphibien, puis le réflexe au niveau, de la plante du pied et tout, heu, qui est hyper important, mais oui, c'est le plus primitif, le ramper. Mmh. Mmh. Et après, quand j'ai rampé, ça veut dire que j'ai poussé avec mes gros orteils, paf, paf. Et ce qui est super intéressant en neurodéveloppement, c'est aussi, il y a un lien gros orteil et au niveau de la langue. Donc en Padovan, quand on fait la thérapie Padovan, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Quand on travaille au niveau du rampé, on accentue énormément la poussée au niveau des gros orteils et même dans nos pré-mouvements, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'hallux, donc le gros orteil au niveau de la chaîne musculaire et la langue. Et donc, d'un point de vue orthophonie, d'un point de vue langage, plus on puis ça, je te l'avais dit, hein, Jean-Christophe, de pousser bien, hein, les gros orteils, Les gros orteils, ouais. ouais, parce qu'on sait qu'il y a un impact direct ici. Et donc, ça permet de travailler notamment nos enfants qui sont non-verbaux, par exemple en autisme. Ça permet de venir aussi travailler la langue qui est plus difficilement accessible, qui est plus épaisse, qui est plus hypotonique, qui est plus rétractée, que des fois, ils ont tellement des gag reflexes tellement tout près de la bouche que c'est pas possible d'aller travailler la langue ou des fois des trop gros réflexes de morsure. Donc, on va travailler déjà au niveau de l'orteil et qui permet, bon, éventuellement d'aller, dans la bouche le temps qu'on désensibilise la zone puis qu'on normalise la sensorialité. Mais bref, donc ramper et là, un coup que j'ai rampé, l'enfant, vous allez voir, c'est tellement mignon, il va de plus en plus, hein, plutôt que puis là, on peut imaginer toutes les postures aussi qu'on fait en yoga, mmh? Donc l'enfant arrive à se pousser, OK? Fait que là, il est en s position du chien, tête levée. Tête En inversée yo ou, chien tête tête en inversée ou bas, tête pas ouais, pas tête en bas, pas chien tête en bas, chien tête levée ou en OK. cobra, si on veut. Fait que là, il Ah commence ouais. en cobra et il fait le chien tête levée. Donc, il est vraiment en banane en arrière et ça, c'est la première poussée. Hein, fait que là, on fait: «Oh yes, mon enfant est rendu fort au niveau des bras». Oui, parce que là, il a gagné au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de la musculature de la nuque, au niveau du contrôle du cou aussi, OK? Fait qu'il peut regarder droite à gauche aisément dans plusieurs sens et en plus, il a gagné au niveau de la chaîne musculaire vraiment haute, au niveau du muscle des muscles du haut du tronc et là, éventuellement, il va réaliser: «Mais j'ai des hanches moi et j'ai des fessiers» et il va venir activer cette zone-là en poussant ses fessiers et paf, il va se ramasser à 4 pattes et là, il va faire: «Oh!» et là, il va sentir sa ceinture pelvienne. «Ah, intéressant» et là, il va sentir une mise en charge au niveau genou vers fémur, vers la tête fémorale et là, il va faire les fameux balancements 4 pattes. Mmh. Oh, douing, 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 avant, arrière, OK? Le balancement 4 pattes vers 8 mois environ. Mmh. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il teste. Il teste, je mets du poids en arrière, je mets du poids en avant. Comment je réagis? OK, j'en mets un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Est-ce que je suis en train de tomber? Non, je suis toujours en contrôle. OK, parfait. Je continue, je continue, je continue pour aller gagner les bons points d'appui, la bonne force, la bonne conscience du bas du corps parce que la haut du corps est plus conscientisé avant. Et là, à un moment donné, ouf, OK, je peux dégager une main. Intéressant, mais là, si je peux dégager l'autre main aussi, mais là, il faut que j'avance ma jambe. OK. Et là, il commence à comprendre la dynamique. Et là, on s'en va vers du 4 pattes vers 8, 9 mois. Mais pour ce faire, et ça, il faut s'en rappeler, mes chers parents, il faut que l'enfant ait une motivation. Soit vous êtes à 4 pattes vous-même en avant, en train de le motiver à l'appeler vers vous, ou soit vous mettez un jouet, mais bref, il faut qu'il puisse se diriger. Ce qui arrive trop souvent, pourquoi les enfants skippent le trempé puis le 4 pattes, c'est que les parents apportent les jouets à l'enfant alors Mmh. qu'il est sur le dos.
alors qu'ils l'ont mis assis dans une chaise Bumbo, qui est pour moi un lazy boy pour bébé, qui est vraiment euh, non optimal, si j'utilise des termes gentils, au niveau du développement de l'enfant. Ah, c'est pas bon, OK? Donc, si on apporte tous les jouets à notre enfant, il n'y a pas de motivation à se déplacer. OK? Donc, il faut justement permettre d'avoir un environnement où il y a des jouets un peu partout, hein, d'accepter qu'il y a des jouets qui traînent parce que c'est ça qui Mhm. motive l'enfant à aller: «Oh, il y a un ballon là-bas, touc, touc, touc» et là, il va se motiver à ramper ou C'est à toute marcher. la, c'est toute la philosophie de la motricité libre, en fait, là. C'est exactement ça. Ah, c'est Le ça. con la concept de la motricité libre, c'est justement de ne pas freiner l'enfant dans son envie d'exploration sensorimotrice de son environnement physique, heu et d'essayer par lui-même, sous peine de tomber, de rater son coup, de mais il faut qu'il essaye. Je pense que c'est, v'là une couple d'années, c'est Geneviève Gagné qui, aujourd'hui, elle enseigne l'intégration des réflexes ben, en fait, les réflexes primitifs, RNR. Puis, on avait fait la formation ensemble, puis elle le redonnait, puis elle a même découvert l'intégration d'un réflexe, le réflexe de l'endo. Et Mmh. puis, elle a créé L'endo un est autre super module avec ça. important. Fait que c'était quand même, elle a quand même beaucoup poussé, puis c'est ce qu'elle disait quand apparemment qu'ils ont fait des études et quand un enfant s'étire le bras, qui veut atteindre un jouet, qui s'étire le bras, qui réussit à le prendre puis qui l'amène pour jouer avec, apparemment que c'est un méga release de dopamine. Ce moment-là est crucial et ça fait vraiment une différence que si le parent passe à côté, ah, tu veux ça, puis il donne, ça vient de tout bousiller une affaire qui était hyper importante, qui a l'air bien anodine, mais quand c'est la première fois qu'un enfant prend un objet et qu'il l'amène à lui, c'est un gros step, là. Je suis pas juste pogné dans un carcan, là. J'ai des bras, puis j'ai le contrôle de ma main, puis j'ai eu l'idée d'aller chercher quelque chose. Ma main est allée le chercher, puis je l'ai ramené, puis là, je peux jouer avec. C'est hyper important. C'est immense et en même temps, tu as le réflexe œil, main, bouche avec le Babkin, avec le Oui. palmaire, avec tout ça, que pour la première fois, l'enfant, il fait: «J'ai atteint ce que je voulais, j'ai la satisfaction de l'avoir obtenu par moi-même. Je comprends que j'ai un pouvoir d'action sur mon environnement, que je peux aller tirer satisfaction, comme tu dis, par soi-même et là, je l'amène à ma bouche. Et par l'exploration orale qui débute, là, il commence à comprendre la forme des objets, la texture des objets, la profondeur des objets, le poids des objets et ça vient tout construire ces réseaux primaires, associatifs et là, vous allez me dire: «Est-ce que justement tout se construit, toute notre notre psyché fonctionne par image. Hein, si je te dis, par exemple, Jean-Christophe, heu, imagine une tasse, c'est parce que tu as eu plusieurs fois une tasse dans tes mains. Mais pour la première fois que tu as vu une tasse quand tu étais tout petit, il a bien fallu que tu la touches, que tu vois qu'il y avait une profondeur, que tu l'amènes à ta bouche, que tu la lèves. Il y a eu un premier contact avec la tasse. Mhm. Mmh? Que c'est plus lourd qu'on pense, que c'est cassant, c'est que tu peux l'échapper. Il y a tout ça aussi, là. Exact, exact. Donc de marcher, comme tu dis, à 4 pattes, de se rendre, de s'étirer ou ramper, d'aller étirer le bras pour aller le chercher, ça et toute la suite aussi qui est en train de développer et ça, c'est à la base aussi de toutes les conceptions au niveau de la connaissance de l'alphabet et des chiffres aussi. Parce que la notion de haut, de bas, de géométrie, de profondeur, tout ça, c'est à quel point on est capable de jongler avec des concepts dans notre tête. Hein, le BDPQ, c'est des lettres de l'alphabet qu'il y a un concept spatial qu'on est en train de jouer, de jongler
mais parce que à la base, on a pu explorer des objets dans plusieurs plans, dans nos mains, dans notre bouche, dans notre environnement, qui nous permet éventuellement d'intégrer ça dans notre tête et après de jouer avec des concepts abstraits. Fait que c'est tout ce que ça apporte. Tu sais, c'est immense. C'est vraiment immense. Fait que oui, le lando, puis il y a tellement de réflexes aussi, là, pas sûr on fera peut-être une capsule, à un moment donné sur les réflexes. Ouais, Ouais, on n'a pas fait à date. non, c'est vrai. Hem, Fait que voilà et là après, l'enfant est à 4 pattes, puis là, il réalise: «OK, mais, mes genoux là, il y a un pouvoir d'action. Si je pousse dans mes pieds en arrière, si je recroqueville mes orteils, je pousse dans mes pieds, ah, mes genoux, ils s'en vont vers une forme d'extension et là, en même temps, mes fessiers se lèvent et là, je me ramasse par en avant et là, ils se ramassent dans la marche qu'on appelle du macaque ou du gorille, OK, dans la marche des animaux et là, l'enfant, dans le fond, il fait le chien tête en bas et il Mmh. commence à faire des balancements avant-arrière comme ça. Et éventuellement, il fait: «Eh beh, je peux avancer comme ça» et là, il avance une main, un pied et là, il se met à se déplacer, mais les fesses complètement dans les airs et à partir de ce moment-là, il arrive devant un objet, il s'installe sur ses 2 petites jambes, comme qu'on voit tous les enfants d'1 an qui sont magnifiques dans cette position-là fonctionnelle incroyable, hyper importante pour la propreté et là, ils se mettent à jouer avec leurs petits jouets, mais en étant accroupis et là, à un moment donné, ils se Appuyer sur tirent les sur genoux, là? ouais. Appuyer sur les genoux. Ouais, ouais, ouais. Exact, Théo, il comme l'a un fait squat, beaucoup, ça. mais squat hyper bas, tu sais, dans le fond, OK, ouais. l'accroupi et là, ils jouent avec leurs jouets, leurs casse-tête, leurs petites balles, peu importe et là, à un moment donné, ils se tu sais, ils voient, je sais pas, ils sont curieux de voir quelque chose et là, ils vont se hisser avec le sofa et là, ils vont faire le debout et là, ils vont faire: «Ah, j'ai échappé mon jouet», ils vont redescendre et là, ils vont faire du accroupi debout comme ça, OK? Et là, à un moment donné, ils vont être complètement debout avec appui. Ils vont se déplacer d'abord en latéral et là, on a la marche qui arrive à 11-14 minutes. OK? Avant, dans les années, ouais, je dirais, mmh, avant 90, on pouvait voir, bon, la marche, on disait au niveau neurodéveloppemental que c'était du 9-12 mois. On devrait voir apparaître la marche Mmh. fonctionnelle. Mmh. Moi, bon, depuis les années 2000, ce qu'on voit plus, c'est du 11-14 mois. Maintenant, si tu me demandes, Jean-Christophe, moi, dans ma pratique, qu'est-ce que je vois plus maintenant, aujourd'hui, dans les années 2020, là, on est en 2024, hem, on est plus dans du, ouais, 11, 18, 20, 20 mois. Mmh. Fait que de plus en plus, les enfants marchent tardivement. Est-ce que c'est parce que l'enfant, il y a quelque chose qui va pas? Non. C'est oui, il peut avoir, oui, des troubles neurologiques, mais si on parle d'un enfant, heu, complètement neurotypique, ce qu'il faut savoir, c'est pas la marche qui fonctionne pas, c'est pas votre enfant qui n'est pas bon parce qu'il ne marche pas. Non, c'est parce que vous voyez ici toutes les étapes en amont et là, on parle même pas du sensoriel, qui est l'étape même d'avant, hein. Un enfant qui est bien cajolé, qui est bien peut-être massé, qui est bien pris dans les bras, qu'on fait du portage, tout ça avant même le 4 mois du ventre d'eau, le 0-3 mois, va établir les bases sensorielles qui va permettre à la motricité d'émerger des étapes qu'on vient de présenter ici. Et après, bon là, la suite logique après la marche, c'est courir vers 18 mois, mais maintenant je le vois plus vers, ouais, plus tard, du 20-24 mois, puis sauter, même chose, 2 ans, mais là, on le voit plus vers du 3 ans. Donc voilà, ça ressemble à ça pour les étapes. Des Voilà, bonnes voilà. étapes. Oui, des bonnes étapes et c'est surtout de se dire, si on a une chose à retenir, le ramper,
c'est une étape cruciale du développement de l'enfant, mais l'étape développementale motrice la plus cruciale de tout enfant sur cette planète, on pense tout le temps au marché, qui est le dégagement complet, hein, contre gravité avec la possibilité de manipuler des objets. C'est génial, mais c'est pas ça l'étape la plus importante, c'est le 4 pattes. Parce que là, on travaille toutes les chaînes, on travaille toute la dissociation des articulations. C'est l'étape à ne pas sauter. C'est pourquoi quand Mhm. on voit des enfants qui font du train de fesses ou qui avancent en se dandinant ou qui font plein de patterns ou qui font du 4 pattes à 3 pattes, non, le 4 pattes est important. Même si c'est Mhm. un 4 pattes de qualité sur 2 semaines, mais ce 2 semaines-là, il vaut tout l'or du monde. Tout son pesant d'or, ouais, c'est ça. Exact. Théo, il a fait ça, lui. Parce que, tu sais, il Mmh. rampait, puis un peu unilatéral. Ouais. Fait que j'ai fait faire les exercices Oui, que tu m'avais dit. Il s'est mis à faire le quatre pattes, un beau quatre pattes. Il le fait encore d'ailleurs. exact. Et Puis voilà un deux beau semaines, on... dégagement de nuque aussi, hein. il tient bien sa tête, vraiment. Ouais, Puis, voilà deux semaines, on est allé chez mes beaux-parents. Puis, il a commencé, là, à se lever sur les objets, à être debout, puis à tenir debout. Puis là, il se tient debout, il commence à faire de la translation pas mal, là, tu sais. Mais génial. là, il n'a pas appris à se... À Il se va tomber descendre, un fait peu que ses fêtes, ouais, c'est ça. On y apprend, OK, plie un genou, ça va marcher. Puis fait que là, il est debout, puis là, il fatigue, mais là, il chiale parce qu'il fatigue. ben, ouais, Mais, tu sais, tête en bas, ça, il l'a pratiqué longtemps, tu sais. Puis tout le excellent. monde trouve ça cute. Ah, c'est Ah, mais cute quand les bébés font ça, mais c'est super fonctionnel, c'est super important, tu sais. Fait que là, des fois, on disait à Milo, ah, quand Théo fait ça, là, il est en train d'apprendre. Laisse-le faire, dérange-le pas. Il est en train de pratiquer quelque chose, tu sais. exact. Puis souvent, nous, on va mettre l'enfant assis, on va mettre l'enfant à 4 pattes, on va mettre non, s'il est sur le ventre, puis il chiale, puis il pleure un peu, laissez-le un peu pleurnicher, puis lui-même tenter de rouler pour se mettre à 4 pattes. Tu sais, Si des ça fois marche aussi pas, tu peux l'aider, mais il faut pas. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est de, moi, je dis tout le temps, tu sais, on laisse pas pleurer un enfant quand, justement, il a peur, il a faim, il a soif, tout ça, un tout petit. Mais quand que on voit que c'est juste un petit inconfort au niveau du développement moteur, en train parce qu'il est mis à plat ventre, on peut le laisser chigner justement, moi j'appelle ça une justement le, le dans le fond, d'ajuster votre regard par rapport à ça parce que c'est pas nocif. Au contraire, c'est qu'il apprend à gérer ce qui se passe et à développer toute la force à l'intérieur de lui pour mettre de l'avant ses capacités. Sinon, on fait à Mhm. sa place, puis bon, fait que laisser pleurer justement, juste un tout petit peu, surtout dans ces étapes développementales-là. Puis je dis pas, 15 minutes, hein, je dis un 30 secondes, une minute, tout ça, mais vous êtes à côté de lui, vous le rassurez, vous êtes présent, vous faites agiter un jouet, c'est dans cette optique-là. Mais si vous dès qu'il se met à chigner, paf, vous le mettez assis ou vous le déplacez ou vous lui apportez les jouets, ce n'est pas rendre service à votre enfant. Mhm. Donc, Puis voilà. d'un autre côté, un peu comme ma belle-sœur faisait, Mmh. sans le savoir, tu sais, je pense que c'était avec Milo. Elle l'avait dessis, tu sais. Puis là, elle l'a mis debout. Puis là, il a poussé sur ses jambes. Puis, hein, regarde ça, il se tient debout, regarde. Non, 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 fais pas ça, là. Hein, pourquoi? Mais non, tu vas escamoter, tu vas saboter des affaires. Il n'est pas rendu à être debout. Puis là, tu es en train de le mettre debout. C'est juste un réflexe. Ouais, mais il veut. C'est un réflexe. Arrête de faire ça. Puis là, j'ai expliqué un peu. Puis elle a compris. C'est Ma ça. belle-mère, elle le fait encore, là, et elle Mais veut trop le faire, puis elle trouve ça bien cute, puis on lui dit à chaque fois, mais c'est comme non, tu sabotes un peu, là. Comme c'est mon ça. grand-père paternel, apparemment, dans les années 80, lui, il voulait tellement qu'on marche, là. Quand on était petit, il voulait tellement qu'on marche. Puis j'ai vu une vidéo de ça. Non, il prend par les mains, puis regarde ça, il veut. Hey, il est en train de marcher, regarde ça, s'il est bon. Puis, mais non, mais il y a 6 mois, là, laisse une chance, puis Ben, ça, c'est ça, ça. ça, ça peut escamoter, ça peut causer du trouble sur le développement normal parce que tu brûles les étapes. Ben, c'est ça, Fait c'est que c'est qu'il est comme construire une trop maison, puis que pressé. là, tu te dis, ah, le solage, on n'a pas eu le temps de le finir, on est déjà en train de faire les chalifs de toit. Ouais, là, c'est parce que le solage n'est pas fini, là. Mais là, c'est bien plus le fun de toit, là. Ça va être bien plus Mais beau. Hey, c'est plat de faire un sous-sol, là.
Mais c'est faire des belles exactement ça. lucarnes, tu sais, c'est bien plus attrayant. Fait qu'on va aller direct là. Puis là, c'est la fondation qui est pas solide. C'est la pyramide que tu parlais du développement, là, tu sais, que il faut que Exact. les bases soient solides pour que le reste soit. Tout le Tu temps, sais, parce que sinon, de toute façon, on le dit, hein, si la base n'est pas solide, ben, il y a des risques que le reste s'effondre. oui, c'est Et de toute ça. façon, c'est un peu dans ce que je vous ai mentionné au début de cette capsule-là, c'est les répercussions que ça a après dans le sport, dans l'attention, concentration de notre enfant, à l'école au niveau de sa motricité fine, au niveau de sa qualité d'écriture, au niveau de la lecture. C'est tout ça. Tout ça s'appuie sur ces bases-là. Donc, effectivement, quand que on est tellement pressé que notre enfant marche, puis qu'on fait: «Ah regarde, il marche, il marche!» Ouais, mais il a les genoux en Hmm. hyperextension, il est peut-être sur son réflexe de marche automatique, il est tellement non, non, laissez-le faire et quand il va marcher par lui-même. Puis ça, c'est la même chose, hein, puis les compagnies, puis on va terminer là-dessus, mais les compagnies aussi, de jouets pour enfants le savent très bien. Les trotteurs, les jolly jumpers, tous les trucs qu'on met l'enfant debout, jacké, dans 2 petits trous avec un genre de petit tissu qui tient, puis là, on met tous les joueurs autour comme si c'était un bar à jouets, mais en fait, Hmm. il est tenu. C'est absolument, d'un point de vue développemental, et là, je ne vais pas peser mes mots, mais c'est atroce. Hmm. C'est nocif. Je dirais même que c'est nocif de C'est faire ça. nocif. Ouais. Ça, on s'entend pour dire tout ça, ergothérapeute, physiothérapeute, c'est nocif, atroce pour la suite qui s'en vient. Parce que l'enfant ne travaille pas quand il est dans un jolly jumper. Il ne travaille pas quand il est dans une chaise Bumbo. Il ne travaille pas quand que il est sur un petit, c'est ça, comme un petit trotteur là, en tant que tel. Il travaille Mhm. pas. Il travaille pas adéquatement comme il devrait travailler. Donc, voilà. Voilà, voilà mes chers pour aujourd'hui. Bien. Ça ressemble à ça. Ce fut fort intéressant. Yes! Et semaine prochaine, ben, on y va avec, une question qui va te monter pour nos chers auditeurs et Oui, auditrices. Ouais, oui. fait Je sais qu'on pas encore. ouais, on On verra. ouais, c'est ça. On vous tease un peu pour, la semaine prochaine. Oui. Bon, ben, des gros bisous tout le monde. Au revoir et à Bye! bientôt. Bonne fin de À bien semaine.